cette nouvelle conférence call. Alors deux remarques au départ. La première, c'est que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Non pas que je sois en vacances, mais il y a une commission financière à laquelle je participe. Et puis la deuxième, c'est de noter le retour de Cécile, qui était partie pour des raisons familiales, si je puis dire, et que je vois revenir avec plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de choses très macroéconomiques parce que on voit bien les inquiétudes qu'il y a sur les marchés. On l'a observé hier ou ce matin sur le Topix qui a baissé de 4,2%. On le voit on est dans une situation assez inconfortable. Et la problématique posée est de savoir si c'est juste un phénomène temporaire ou pas. Et si ce n'est pas un phénomène temporaire, à quoi c'est lié, qu'est-ce que ça recouvre et finalement quelles sont les éventuelles solutions que l'on pourrait trouver. Voilà, quelles sont les pistes sur lesquelles il faut réfléchir, quels sont les points forts de la conjoncture actuelle, ou est-ce que voilà, on est dans une situation dégradée durablement. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans une situation dégradée. On est dans un changement d'équilibre. On est dans un environnement où les pays industrialisés reprennent la main. Et donc, ça modifie assez sensiblement les dynamiques intrinsèques de l'économie globale. Et puis, pour revenir là de manière très immédiate, dans le chiffre qui a été publié hier sur les États-Unis, qui a fait un peu froid dans le dos, hein, le 51,3 sur l'ISM, n'oublions pas que l'Amérique était impraticable une bonne partie du mois de janvier. Moi, je suis allé aux États-Unis début janvier. Les gens qui venaient de Boston, qui venaient de New York, qui venaient de Chicago, c'était des trucs horribles. C'était des situations qu'ils n'avaient pas connues, même s'ils sont habitués au froid, etc. Donc là, il y a quelque chose, il y a un point particulier et il ne faut pas non plus s'y appesantir de façon trop longue. Je pense même que le 51.3 publié hier, dans les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, c'est plutôt une bonne nouvelle sur la robustesse de l'économie américaine. Mais on verra tout ça tout à l'heure. On va commencer par observer, par discuter des questions de conjoncture. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que certains en sont friands. Je pense à Brigitte, par exemple, mais c'est avec grand plaisir que je vois ces questions. Mais voilà, n'hésitez pas parce que c'est le but aussi de ces conférences call. Alors, ne faites pas attention à la date, ici j'ai oublié de la changer tout à l'heure, donc pas d'ambiguïté. Alors, premier élément sur les enquêtes qui ont été publiées hier, quelques remarques. Alors, on est toujours dans cette zone, hein, ici, on peut même essayer de la dessiner, je ne sais pas trop comment on fait, voilà, on va laisser comme ça, voilà, on va le faire par ce biais-là. On est toujours dans cette zone positive, ici, hein, au-dessus de 50, avec néanmoins deux interrogations. Une interrogation ici sur les briques, hein, qui passent en dessous de 50, et puis sur l'indicateur ISM, qui passe d'ici à là. C'est ça les deux questions, les deux interrogations. Alors, sur l'économie américaine, j'ai déjà répondu en partie. On peut regarder un autre graphique qui traduit bien l'urgence qu'il y a eu à gérer les situations. Vous avez ici en violet l'évolution du ratio nouvelles commandes sur stock, vous avez en bleu l'évolution du PIB américain, et alors on a une belle corrélation, mais ce qui m'importe ici, c'est de regarder que le ratio est à 1,20. Malgré la chute, on a vu des indicateurs de commandes baisser, etc. En fait, il y a eu un ajustement très fort sur les stocks, et c'est ça qui traduit bien l'urgence qu'il y a eu à répondre à cette situation particulière. Les entreprises américaines n'ont pas pu
être alimentées comme elles l'auraient souhaité. Donc elles ont tiré sur leur stock pour continuer de produire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir un peu moins de stock et il faudra les reconstituer. Donc je suis pas forcément très inquiet sur la situation américaine. L'autre point quand même, c'est il y avait un tweet tout à l'heure d'Américains qui disait voilà, n'oublions pas que 115 millions d'Américains aujourd'hui ont froid parce qu'il y a à nouveau de la neige, il y a à nouveau du vent, il y a à nouveau une vraie tempête. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même aux États-Unis, mais pour l'instant, j'ai du mal à imaginer que ce soit autre chose que temporaire. Alors, l'autre point, c'est d'une manière générale, les pays émergents, pris à travers les briques ici, mais d'une manière plus globale, les arbitrages qui ont été faits, qu'on a évoqués, mais qui ont été faits par la Banque centrale indienne, par la Banque du Brésil et par d'autres aussi qui ont clairement indiqué qu'elles préféraient maîtriser l'inflation que maîtriser l'activité. Et donc, on voit bien l'arbitrage de réduire le risque associé à l'inflation, mais avec le fait que ça pèse sur l'activité. Ça, c'est un élément qui reflète plutôt l'historique d'un certain nombre de pays émergents qui ont connu de l'inflation, pour lesquels ça a eu un effet déstabilisant très fort, parce que quand vous avez de l'inflation, ça génère une dépréciation de la monnaie, et cette dépréciation accentue le phénomène inflationniste, et vous avez quelque chose qui génère de l'instabilité. C'est pour ça ces banques centrales préfèrent lutter contre l'inflation, en disant, finalement, si on réussit à la maîtriser, on prend, in fine, probablement moins de risques sur l'activité que si on laisse l'inflation se développer. Mais à court terme, ça peut pénaliser cette activité et pénaliser de ce fait-là l'économie globale parce que les pays émergents ne jouent plus tout à fait le même rôle que par le passé. Voilà, c'est le point que je voulais évoquer. Mais quand on regarde l'indicateur, quand on regarde l'indicateur britannique, il est là, il reste à un très haut niveau, même si c'est un peu infléchi, il reste à un haut niveau. L'indicateur japonais est ici, l'indicateur de la zone euro est ici, proche de 55. Donc on a globalement des signaux dans les pays industrialisés qui sont plutôt robustes. Et donc, pour l'instant, c'est cet équilibre-là dans lequel on se situe. Ça ne veut pas dire que chacune de ces zones, chacun de ces pays n'ait pas de difficultés en tant que telles. On en évoquera quelques-unes tout à l'heure, mais ce qu'on constate pour l'instant, c'est que le secteur manufacturier se positionne plutôt pas mal. Et ce qu'on observait la semaine dernière, ce que j'évoquais la semaine dernière, c'est que quand on regarde les chiffres qu'on a jusqu'au mois de novembre sur l'évolution du commerce mondial, on a un regain, une amélioration du commerce mondial, et donc on a cette dynamique concomitante entre l'industrie et les échanges, et ça c'est quelque chose de toujours très positif pour l'économie globale. Donc on n'est pas, ne nous laissons pas, pollués par l'interprétation probablement un peu excessive des marchés. Ce que me disait Yves Maillot, qui est le patron de la gestion action ce matin, c'est que probablement les investisseurs ont pris le chiffre de l'ISM comme prétexte à s'ajuster, etc. Donc on est plus dans cette logique-là que dans une remise en cause de la croissance. Même si il faut être attentif à ces questions. Donc voilà, ça c'était l'autre graphique que je voulais évoquer, dont j'ai parlé tout à l'heure. La situation en Asie à travers les indicateurs PMI, donc des choses très robustes au Japon, on en a parlé, qui restent fortes à Taïwan, et puis l'Inde qui redevient positive, la Corée aussi, très modérément, mais l'inquiétude est toujours la même sur la Chine, entre l'indice officiel en vert et l'indice privé en violet. On est aux alentours de 50. Ça fait sur les deux indicateurs, ça fait plusieurs mois
qu'on tourne autour de 50. Alors quand on passe à 50 points ou 51 même, tout le monde rehausse ses prévisions de croissance, et le mois d'après on ralentit. Globalement, on est dans un processus d'ajustement, et il y a probablement une problématique technique sur la Chine. Hein, le chiffre de 50 est plutôt calé sur une croissance assez robuste, et donc comme on change de modèle, il faudra peut-être changer un petit peu l'échelle des indicateurs chinois, parce que si sur les 10 dernières années, 20 dernières années, 30 dernières années, la croissance a été de 10% par an, je suis pas sûr que sur les 10-15 prochaines années, elle soit de 10% par an. Je pense qu'elle sera davantage proche de 5% que de 10%, et donc les indicateurs seront un petit peu différents. Voilà, c'est ce que... mais voilà, on n'a pas d'inquiétude, mais on est très attentif à ce qui se passe sur l'Asie et sur la Chine en particulier, sur les questions liées au secteur bancaire, avec toujours cette idée quand même que la Banque de Chine peut toujours, comme elle l'a fait parfois, puiser dans ses réserves s'il y a une vraie difficulté sur le secteur bancaire. Et j'en discutais hier avec une agence de notation, et eux étaient préoccupés mais pas inquiets sur le secteur bancaire chinois, en se disant voilà, il y a ces réserves qui peuvent être éventuellement utilisées pour faire face. Sur la zone euro, eh bien, on a des signaux forts, hein, puisque là aussi on regarde les chiffres allemands, les chiffres italiens, les chiffres espagnols et même le chiffre grec. Et la Grèce est ici. Pour la première fois depuis 2009, elle a un indicateur qui est au-dessus de 50. Ça veut dire que l'activité grecque a cessé de se contracter. Et alors, on ne va pas dire qu'on est rentré en croissance en Grèce, mais c'est un premier signal avec des indicateurs de commande qui sont plus robustes, etc. Donc on a quelque chose d'un peu plus favorable. L'indicateur français est toujours un peu à la traîne, mais c'est ce que j'avais évoqué la semaine dernière ou la semaine précédente. On est dans une dynamique un peu qui reste molle sur l'économie française. On ne perçoit pas d'éventuelles tensions comme on peut le voir en Espagne ou comme on peut le percevoir en Espagne. Et donc voilà, on est en retrait. Les chiffres de l'INSEE, comme j'évoquais, ne sont pas aussi fragiles que ceux de l'indice Markit. Mais il n'empêche que quand on a ces indicateurs, on est toujours un petit peu à la traîne, et même s'il y a eu probablement des exagérations à la baisse liées à des problèmes liés aux commandes à l'exportation, des flux de commandes à l'exportation, on reste, quoi qu'il arrive, assez fragile. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, mais ça veut dire qu'on peut avoir quand même une interrogation sur la vigueur de l'économie française à la fin de l'année 2013 et au début de l'année 2014. Voilà, c'est cette question-là. On va avoir, pas cette semaine, mais probablement la semaine prochaine, des chiffres de croissance du T4. Les estimations, à part Markit qui l'estime négative, les estimations sont entre 0,1 et 0,4, voire même 0,5 pour la Banque de France. On verra à ce moment-là. Mais voilà, on a quand même un signal. Alors, globalement, le signal est intéressant, c'est celui-là. J'aime bien cet indicateur du ratio des nouvelles commandes sur stock. Et vous avez ici en bleu l'évolution de la production industrielle en variation sur 3 mois. On voit que c'est quand même très cohérent. Et là, je trouve qu'on a un signal qui est plutôt intéressant. Signal qui s'accélère, alors qui s'accélère un petit peu partout, y compris en France, même si la France est un peu en retard. Mais là, on a quelque chose qui devrait permettre, parce qu'il y a une dynamique industrielle un petit peu plus forte, parce qu'il y a une accélération des échanges, eh bien, profiter à l'économie de la zone euro et finalement contribuer à la progression de l'activité en zone euro et permettre à cette économie de la zone euro de sortir de cette phase très longue et très grise depuis 2011. Voilà, c'est
cette problématique-là qui me plaît bien à travers ce graphique et qui a donc été confirmée dans la version finale de l'enquête Markit, et c'est plutôt un point intéressant. Voilà, alors maintenant sur les données non d'enquête, on a eu le chiffre du PIB américain. Donc ici j'ai remis le PIB américain en niveau, c'est la courbe en violet, hein, c'est en milliards de dollars à prix constant. Vous avez ici la ligne verte qui était la reprise 2009-2010 que j'avais prolongée. On voit qu'on est revenu dans cette zone, hein. On avait eu une phase où on s'était écarté, qui traduisait notamment des réductions de dépenses publiques. Les choses aujourd'hui se sont stabilisées, même si l'État continue d'être restrictif sur sa stratégie budgétaire. Eh bien, le secteur privé compense cette situation. Et on le voit ici sur ce graphe où vous avez les contributions de chacun des postes à la croissance trimestrielle. Alors vous avez ici en bleu l'évolution de la consommation et on voit que on a un trimestre qui est fort. Alors trimestre qui est fort et qui traduit très certainement une augmentation de l'endettement des ménages. C'est un point sur lequel on doit être quand même un peu attentif. Les revenus progressent de façon très limitée, on le verra juste après, et les ménages continuent de consommer à un rythme qui s'est accéléré, et il me semble que ça traduit un peu de baisse de taux d'épargne, mais surtout probablement une augmentation de l'endettement. C'est ce qu'on a vu à la fin de l'année 2013, hein. Donc là il y a quelque chose qui peut être une fragilité si effectivement la croissance américaine ne repose pas du tout sur la productivité. Alors là aussi c'est un petit peu ambigu parce que on voit tous les secteurs ne sont pas soumis à la même contrainte, etc. Mais voilà, on a ce premier élément fort. Le deuxième élément, c'est le bâtonnet vert ici qui traduit la contribution du commerce extérieur avec une amélioration assez sensible de la dynamique des exportations américaines, et puis en orange ici, l'investissement, les dépenses de l'État. Hein, vous voyez que depuis 2010, hein, c'est très souvent dans la partie négative qu'on voit ces dépenses. Il y a juste quelques courts trimestres où le chiffre est positif. Donc ça veut dire que l'État continue de peser sur la dynamique de croissance. C'est un frein à la dynamique de croissance. Ça va un petit peu changer en 2014 du fait de l'accord bipartisan qu'il y a eu au mois de décembre sur les dépenses. Hein. Je vous rappelle que à partir du mois d'avril dernier, les dépenses ont été bien coupées au niveau fédéral et donc il y a un accord qui réduirait ces coupes pour l'année 2014. Donc on a peut-être quelque chose de moins négatif à attendre. Et puis on constate aussi, et c'est intéressant, un rebond de l'investissement des entreprises, ici en rouge. On avait des inquiétudes ici, on avait des inquiétudes sur l'évolution des commandes de biens d'équipement, et puis finalement, les chiffres sont meilleurs qu'attendus. Et puis, dernier point, un investissement logement qui est négatif. Après 10 trimestres de hausse, il est probable que la hausse des taux d'intérêt ait eu des effets retard sur la demande de crédit et sur la capacité des ménages à s'équiper. Sur la consommation de trois choses, juste ce graphique pour bien visualiser que effectivement sur les 3 mois on a quelque chose d'assez robuste, hein. On a une évolution assez solide de la consommation des ménages. On n'a pas eu de rupture supplémentaire sur la confiance des ménages ici en violet. Donc on a un environnement qui est un petit peu meilleur, mais avec une interrogation qui est celle qu'on voit ici, qui est celle de la formation des revenus. Vous voyez que sur les 3 derniers mois disponibles, octobre, novembre, décembre, on a des chiffres qui sont extrêmement faibles. Et ça, c'est forcément préoccupant parce que c'est l'ingrédient majeur de la dépense des ménages. Alors on voit que, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu pendant très longtemps des
des chiffres assez forts en dehors des revenus du travail qui sont en vert ici. Et là, sur la dernière période, on a des revenus du travail qui sont très faibles, mais des autres revenus, que ce soit les revenus financiers ou les revenus de la propriété, eux, sont à nouveau négatifs. Donc on a une situation qui est préoccupante parce que voilà, ça traduit certainement une difficulté de générer de la productivité et puis des salaires une dynamique salariale, une dynamique de formation des salaires qui n'est pas très favorable aux salariés. Cette situation va probablement encore durer un petit peu et c'est pas souhaitable, mais c'est probablement une situation qui pourrait se prolonger et sur laquelle il faut être attentif parce que c'est un des ingrédients de la dépense de consommation. Alors, on voit ici effectivement le taux d'épargne qui, au mois de décembre, a baissé. Hein. On était à ce point-là haut en octobre, et on voit qu'il a baissé d'un peu plus d'un point sur la période. C'est loin d'être négligeable, mais l'aspect quand même, c'est cette tendance plutôt baissière du taux d'épargne qu'on constate depuis la remontée au moment de la récession. On a désormais une situation un peu moins vigoureuse sur ces questions. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer là-dessus. Sur l'indicateur, on parlait d'immobilier tout à l'heure, 2-3 chiffres. On a eu les indicateurs Case-Shiller pour le mois de novembre. Donc on est sur des dynamiques qui sont assez robustes, notamment pour les villes californiennes, hein, Los Angeles, San Diego, San Francisco. Vous voyez que ces villes sont dans les premières, hein, puisque l'ordre ici suit l'ordre des villes qui sont nommées. Donc on a une dynamique californienne qui s'est nettement améliorée et qui est un facteur très positif pour l'économie américaine parce que c'est un poids considérable et si effectivement on a une situation plus équilibrée et plus robuste, c'est un bon signal pour l'économie américaine. Mais on voit aussi que des villes comme Miami se redressent, que Boston se redresse, et puis Dallas, Chicago, Las Vegas, Détroit restent quand même plombés assez bas. Il y a pas on a une vraie différenciation aujourd'hui de trajectoire entre les pays, entre les villes. C'est un point intéressant. Alors après, je me suis posé la question, est-ce que quand on regarde la courbe noire ici, est-ce que c'est cher ou pas? Est-ce que finalement l'immobilier est devenu cher aux États-Unis ou pas? Et donc pour ça, j'ai regardé l'indicateur du ratio prix de l'immobilier sur revenu disponible des ménages. Je l'ai mis en base 100 en 2000, ce que je n'ai pas indiqué sur le graphe. Et vous voyez, on est monté à 145 ici en 2006-2007. On a touché un plus bas à 79 à peu près, ici en 2012. On est à 91 avec les chiffres de novembre. Donc on est encore en relatif moins cher qu'en 2000, avant la bulle financière, avant la bulle immobilière. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez modéré. Il peut y avoir encore des hausses significatives sur l'immobilier américain avant qu'on s'alerte d'une tension excessive. Et alors, on peut imaginer que la situation va se nourrir. Vous avez ici en violet l'évolution, le ratio qu'on vient de voir, puis vous avez en bleu ici l'évolution de l'endettement immobilier des ménages. On voit que c'est assez bien corrélé, mais que l'endettement a tendance à changer de tendance un petit peu plus vite, un petit peu plus rapidement que le ratio. Et donc là, on est sur le troisième trimestre, on est à moins 0,8 d'évolution sur un an de l'endettement des ménages, l'endettement immobilier. Parions qu'on ira plutôt dans ce sens-là, même si on ne retrouve pas les 10-15% qu'on avait précédemment, mais ça veut dire que le prix de l'immobilier va probablement continuer de progresser, ce qui aura un effet favorable sur une sorte d'effet richesse des ménages. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Sur le Japon, rien de particulier, si ce n'est que
voilà, on est sur des taux d'inflation qui sont élevés, 1,6% pour l'inflation headline, 0,7% pour l'inflation sous-jacente. Donc des choses qui sont plutôt robustes. Alors, vous avez peut-être vu dans la presse le 1,3% qui a été mis en avant, alors que j'ai pas mis ici. Le 1,3, c'est l'indicateur hors alimentaire. Il me semblait qu'il était intéressant de regarder hors alimentaire et hors énergie, un peu comme partout ailleurs. Mais c'est vrai que la BOJ se focalise un petit peu sur cet indice. Alors, pour l'instant, tout va bien, hein. Quand on regarde les chiffres de production industrielle, on est sur des rythmes qui sont élevés, hein, de l'ordre de 8%, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais de l'ordre de 8% sur les 3 derniers mois, en taux annualisé, donc quelque chose qui tient plutôt bien la route, mais avec des risques qui sont à venir, parce qu'on a une hausse de TVA le 1er avril prochain et qu'on va avoir une accélération encore significative de l'inflation japonaise. La question posée simplement après est de savoir comment les ménages vont réagir dans cet environnement. Est-ce qu'ils vont accepter cette perte de pouvoir d'achat supplémentaire? Parce qu'aujourd'hui, et c'est une des difficultés de Shinzo Abe, c'est d'observer que les ménages ont une baisse de pouvoir d'achat. Je l'évoquais la semaine dernière quand je parlais d'indicateurs de confiance des ménages japonais, mais là on a une autre façon de l'observer. Et donc soyons attentifs à cette problématique parce que il va falloir aller plus loin et voilà. Alors sur cette économie japonaise, on commence éventuellement à voir des interrogations, des orientations données par le gouvernement sur les réformes structurelles. Il serait temps de s'en occuper parce que le 1er avril, la politique budgétaire va devenir un petit peu plus restrictive. On le voit par cette hausse de TVA, il y aura des réductions de dépenses. Et puis la politique monétaire ne peut pas non plus doubler ou tripler encore sa contribution actuelle. Donc il faut effectivement faire des réformes structurelles. Et clairement, le focus est mis sur le travail des femmes. Donc là-dessus, il va falloir voir ce qui sera proposé et voir si effectivement ça peut être un relais pour permettre à l'économie japonaise de continuer de croître malgré le vieillissement de la population. Voilà, ça c'est un point d'interrogation. Autre point d'interrogation, parce qu'on a eu le chiffre hier, celui de la production industrielle brésilienne, qui est en bleu ici. On va aller sur 3 mois, vous avez en violet l'évolution de l'indicateur PMI du secteur manufacturier jusqu'au mois de janvier. Vous voyez que tout ça traîne autour de 0 d'un côté, de 50 de l'autre. On n'a pas d'impulsion. L'économie brésilienne, qui a été une économie très, très vivace avant la crise, aujourd'hui tarde à retrouver une allure cohérente et robuste. N'oublions pas que sur toute cette période, quand même, là, on prépare la Coupe du Monde de football. Donc on a de l'activité, on construit des maisons, on construit des routes, etc. Mais finalement, on n'a pas l'impression que l'économie brésilienne, se soit vraiment mise en branle. Et ça, c'est quelque chose d'un peu bizarre quand même. Un effet de soutien de l'activité fort, et pour autant, on n'a pas le sentiment, quand on regarde ces statistiques, que sur la période, on ait eu effectivement des travaux de grande ampleur pour créer des hôtels, des stades, etc. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Et la problématique, c'est que se passe-t-il une fois que la Coupe du Monde sera passée? Alors bien sûr, on pourra repartir sur les Jeux Olympiques, mais voilà, on a une interrogation quand même toujours sur l'économie brésilienne. Sur l'Angleterre, on a une accélération depuis 1 an à peu près sur le PIB. On le voit ici. On va un petit peu plus vite. La pente
si on suit la pente, je suis pas très doué pour le dessin, mais la pente est un peu supérieure, on va effacer ça parce que c'est très moche. Mais oui, si on voulait prendre un truc qui fait des traits droits, voilà, si on prolonge ici, on a une pente qui est un petit peu plus rapide que celle qu'on avait sur la période 2009-2010. Donc on a un environnement plutôt intéressant. La question, il y a deux questions sur l'Angleterre. La première, c'est que il n'y a pas du tout de productivité. Hein, le PIB anglais est toujours 0,85% en dessous de son niveau d'avant-crise, mais l'emploi, lui, est très au-dessus. Ça veut dire que le ratio PIB sur emploi s'est dégradé très vite. Alors, il y avait une explication ce week-end dans The Economist disant finalement, on assiste probablement en Angleterre à une substitution du travail au capital, dans le sens où le gouvernement anglais n'a pas la Banque centrale anglaise n'a pris l'option d'être très vigilant sur l'inflation. On a une inflation qui est passée durablement au-dessus de 3%, alors qu'on était en crise, qui s'est traduit par une baisse de pouvoir d'achat depuis 2010 des ménages, mais surtout par une baisse du coût du travail pour les entreprises. Et donc aujourd'hui, ce que dit l'article de The Economist, c'est que finalement le coût relatif du travail est assez faible et qu'il peut être intéressant d'augmenter la part du travail dans la fonction de production des entreprises anglaises. Voilà, c'est un point intéressant sur lequel il convient de s'interroger quand on est français, notamment, se demander si finalement le coût du travail n'est pas une variable importante. Donc voilà, c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point sur l'Angleterre, c'est que c'est une économie qui, pour l'instant, parce que, comme on le voit, s'il n'y a pas de distribution de pouvoir d'achat, même s'il y a des emplois, la masse salariale augmente pas très vite. Et donc, on a aujourd'hui une économie anglaise qui progresse essentiellement par de l'endettement en crédit à la conso. Je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure solution. Mais voilà, peut-être que les choses vont évoluer, vont bouger, mais pour l'instant, c'est une source d'interrogation, même si on constate que les ménages dépensent davantage, mais ils dépensent davantage parce qu'ils s'endettent davantage. C'est ce que je montrais la semaine dernière. Donc là, il y a une situation sur laquelle il faut être attentif. On n'a pas une reprise aussi vertueuse qu'on aurait pu l'espérer. Sur la zone euro, des choses extrêmement intéressantes quand on regarde l'évolution du chômage qui est sorti hier. Et j'aime bien pour des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Irlande ici, comme l'Allemagne aussi. Pour ces 4 pays, le taux de chômage au mois de décembre est inférieur à la moyenne du taux de chômage de l'ensemble de l'année. C'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que la dynamique sur le marché du travail est en train de changer. Ce n'est pas le cas pour la Belgique, ce n'est pas le cas pour la France qui est ici, ce n'est pas le cas pour l'Italie. Pour la France, la Belgique et l'Autriche qui est tout en bas, le chiffre de fin d'année est à peu près est très proche ou à la moyenne de l'année 2013. Donc on n'a pas eu d'ajustement fort sur le marché du travail. Hein. Le retournement sur le marché du travail français, on ne l'a pas observé. Et puis pour des pays comme l'Italie, comme les Pays-Bas notamment, le taux de chômage au mois de décembre est supérieur à la moyenne de 2013. Donc ça, c'est un environnement préoccupant parce que on est toujours dans une situation de fragilité. On est malgré l'ampleur des hausses qu'on a pu observer, notamment en Italie, on n'a pas de réforme du marché du travail. On n'en a pas non plus en France, hein, ou pas suffisamment. Mais ça, c'est une problématique.
à laquelle on doit être attentif. Nous, on voit bien que il y a certains pays pour lesquels les choses changent. Alors, ça ne veut pas dire que les conditions sur le marché du travail se soient améliorées. Hein. Souvent, l'ajustement se fait par une réduction assez significative des coûts d'entrée, des coûts d'embauche ou du salaire perçu par le salarié. L'autre point, c'est le ralentissement très net de l'inflation en zone euro. Hein, on est revenu à 0,7, 0,8 sur l'indice sous-jacent. Les questions liées à la déflation sont toujours posées sur la zone euro et amène forcément à s'interroger sur le comportement de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que, comme en novembre, elle va après-demain baisser ses taux d'intérêt ou pas? Comment elle va le faire? En fait, la problématique qui est posée aujourd'hui sur l'Europe, problématique de court terme, c'est à la fois ce risque de déflation sur lequel il faut être très, très attentif, mais c'est aussi, alors j'ai pas mis de graphique, j'aurais dû, une volatilité beaucoup plus forte sur le marché monétaire, avec un taux de l'éonia qui est aux alentours de 0,15, qui monte parfois un peu plus haut. En d'autres termes, un éonia qui s'est calé davantage sur le taux de refinancement que sur le taux de facilité de dépôt. Et avec des effets de transmission tout au long de la courbe, même si c'est pas spectaculaire, mais on n'est pas tout à fait dans le cadre qu'avait défini Mario Draghi, un cadre dans lequel les taux d'intérêt resteraient très bas très longtemps. C'est pas tout à fait le schéma qu'on avait en tête à écouter Mario Draghi dans ses conférences de presse. Et alors, une explication majeure est que l'excès de liquidité, hein, ce qui a été injecté en excès, est aujourd'hui assez réduit. Alors, on était à 800 milliards en mars 2012, juste après les opérations de LTRO. On est aujourd'hui aux alentours de 160 milliards, donc c'est nettement moins. Et ce que dit la Banque Centrale Européenne sur ces questions, c'est que les liquidités disponibles sont insuffisantes pour contrer, si je puis dire, les facteurs habituels de demande de liquidité. Ce qui fait qu'on a un peu de tension, on se cale plus facilement sur le taux de refis que sur le taux de facilité de dépôt. Et donc la question qui est posée aujourd'hui sur la Banque Centrale Européenne est de savoir si elle doit baisser ses taux d'intérêt pour être sûre de tenir l'éolien à un niveau très bas. Mais là-dessus, alors Benoît Cœuré, un des membres de la BCE, en a parlé. Pourquoi pas aller dans ce sens-là, mais quelle efficacité cela aura-t-il? Ça, on ne sait pas très bien, parce que en novembre, quand les taux ont baissé, on aurait pu imaginer un effet sur l'eurodoll. Ça n'a pas été très fort. Ça, c'est une première interrogation. Alors, forcément, si on mettait le taux de refis à 10 centimes, très clairement, ça pèserait sur l'éonia et ça le contraindrait à rester sous les 10 centimes. Mais ça, c'est une première question. Est-ce que ça aura un impact sur l'eurodoll? Ça, c'est en novembre, il n'y en a pas eu. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que on peut rester dans un corridor aussi faible? En d'autres termes, on a aujourd'hui 25 centimes d'écart entre le taux de facilité de dépôt qui est à 0 et le taux de refinancement à 25 centimes. Est-ce qu'on peut abaisser ce corridor à 10 centimes ou est-ce qu'on est obligé de passer en taux négatif? Là-dessus, il y a beaucoup de discussions. Chacun s'interroge et la Banque Centrale Européenne s'interroge aussi parce qu'elle se dit finalement on doit faire de l'asset quality review, c'est-à-dire que maintenant dans mon statut de superviseur du système bancaire européen, je vais faire une analyse des actifs des banques et est-ce que je dois dès aujourd'hui rentrer dans une situation où finalement je taxe ces banques de 5 ou 10 points de base sur leurs réserves? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que les banques sont suffisamment solides pour faire ça, pour accepter ça?
Donc ça, c'est une problématique. Il semblerait qu'il y a quelques semaines, même un peu plus, la BCE était prête à prendre le pari. Aujourd'hui, du fait des AQR, elle ne semble pas ne trouve pas la situation aussi urgente. Donc ça, c'est un premier point. Alors on aura peut-être des éléments de réponse dès jeudi. Peut-être que je pense que la probabilité de baisser le taux n'est pas nulle. Et puis l'autre question, c'est de se dire, voilà, s'il faut rajouter des liquidités, comment on en rajoute? Et là se pose une question. La BCE ne peut pas acheter d'obligations, d'obligations d'État. On attend la décision de la Cour de Karlsruhe pour avoir une stratégie claire sur ces questions. Donc, comment on fait dans cet environnement? La BCE, la BUBA, l'Allemagne se refuse toujours à ce qu'il y ait des opérations de quantitative easing, c'est-à-dire que l'État, la Banque centrale achète directement les obligations de l'État. Donc on est toujours un peu flou sur on n'a pas d'éléments clairs. La BCE voudrait bien faire un LTRO, ferait bien un LTRO, mais elle se dit que si on basculait, si on faisait ça, on pourrait à nouveau alimenter les achats de bons du Trésor ou d'obligations d'État par les banques, comme ça a été fait aux situations précédentes, aux LTRO précédents. Mais on rentre en 2014 dans la période où on doit construire l'union bancaire, et l'objectif de l'union bancaire, rappelons-le, c'est de très clairement séparer l'État des banques, faire de telle sorte que le système bancaire soit plus autonome. Et donc là, il y a une vraie interrogation, si on joue à un LTRO, de voir les banques racheter des obligations d'État, ce qui serait contradictoire avec cet objectif d'union bancaire. Et alors, reste le point qui a été développé par Draghi à Davos, c'est de racheter des crédits, racheter de la titrisation. Mais là, le marché n'est pas encore suffisamment important pour que la Banque centrale puisse piocher à toute allure. Et donc, la question qui est posée, et puis ça pose une autre question, si on a un développement très, très rapide de la titrisation, c'est comment, si la Banque centrale intervient sur ce marché, comment va se passer l'analyse des actifs qui est en cours, qui a commencé. Là, il y a des choses qui se heurtent et qui ne sont pas forcément, dont la logique n'est pas forcément la même pour chacun des éléments. En d'autres termes, la Banque centrale achète très bien de la titrisation, mais la titrisation n'est pas encore suffisamment développée pour que ce soit efficace. Et puis, est-ce qu'elle va le faire avant d'avoir les résultats de l'Asset Quality Review? Pas sûr. Donc, l'interrogation, et en discutant avec des collègues, c'est un point qui a été évoqué, de se dire, finalement, la Banque Centrale Européenne pourrait ne pas faire grand-chose avant un bon moment, tant que le marché de la titrisation ne sera pas développé. C'est un peu préoccupant compte tenu de la conjoncture immédiate, et donc moi j'attends toujours que la BCE soit active, soit à cette réunion de jeudi, soit à la réunion du mois de mars. Voilà, c'est un aspect essentiel parce que on voit bien que le marché monétaire européen est en train de changer un petit peu de nature, et il faut que la Banque Centrale Européenne réaffirme ses choix, réaffirme sa volonté, et toute la difficulté à laquelle on est confronté avec la BCE, et que pour l'instant son forward guidance, c'est simplement Mario Draghi qui dit croyez-moi, ça va marcher comme ça. Donc ça, c'est un point d'interrogation auquel on doit être forcément attentif. Alors si on sort de la Banque Centrale Européenne, sauf si vous avez des questions, là j'ai remis les contributions. Vous voyez que on est sur des contributions qui sont extrêmement faibles. Les services qui sont ici avaient plus l'habitude d'avoir une contribution à 1. Les biens, c'était un petit peu plus élevé. On est à 0,07.
on était plutôt en moyenne sur certaines périodes, plutôt au-delà de 0,5. Le prix du pétrole, lui, est négatif, et puis le prix des biens alimentaires, lui, reste positif, ce qui surprend toujours un petit peu quand on regarde l'évolution du prix des matières premières agricoles. Sur l'Espagne, chose intéressante, on a pour le deuxième trimestre une hausse du PIB, 0,10 en non annualisé en T3, 0,3 en T4, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui, à la fin de l'année 2013, une contribution positive, enfin un acquis positif pour l'économie espagnole pour l'année 2014. On termine l'année, le PIB espagnol termine l'année 2013 au-dessus de la moyenne 2013, de la moyenne des PIB trimestriels de 2013, ce qui fait que dans le calcul de la moyenne des 4 PIB de 2014, eh bien on part d'un point assez élevé, et donc il y a une sorte d'avantage comparatif. En d'autres termes, la situation est peut-être en train de se stabiliser en Espagne. Il y a encore beaucoup d'interrogations, notamment sur la dette publique, se demander comment la situation va pouvoir se stabiliser, être soutenable à moyen terme, compte tenu, des niveaux de taux d'intérêt qui restent extrêmement élevés au regard de la croissance espagnole, et l'autre solution qui passerait par une augmentation du solde budgétaire primaire excédentaire, c'est-à-dire du solde hors paiement des intérêts, qui devrait augmenter de 3-4 points probablement par rapport à la situation actuelle. Ça veut dire qu'il faudrait faire des efforts considérables. Donc là, il y a une situation un peu ambiguë encore sur l'Europe, et la nécessité probablement à terme de mélanger les dettes parce que la situation est difficilement tenable. Sur l'Allemagne, un IFO qui progresse bien, et toutes ses composantes qui vont bien. J'ai mis en regard l'évolution de l'indice du cycle des affaires de l'INSEE, qui sur toute la période ici avait un comportement cohérent, et puis qui depuis 2011 se détache progressivement. Et là, il y a un décrochage qui est toujours préoccupant. Sur l'Allemagne, à nouveau, un marché du travail qui est exprimé ici en bleu, qui se tient plutôt bien. Vous avez en violet l'évolution de l'indicateur emploi dans l'enquête PMI, et en bleu l'évolution sur 3 mois de l'emploi allemand. Et on a une certaine cohérence, même si ici on a des écarts, mais depuis quelques mois, là, sur cette période-là, on a quelque chose d'assez solide et d'extrêmement intéressant. Donc on a un marché du travail qui se tient plutôt bien, ce qui n'est pas forcément le cas du marché du travail français. Je reprends le graphe, les stats de Pôle emploi qui ont été publiés la semaine dernière, et la problématique simple à laquelle on doit être attentif, c'est que les entrées ne bougent pas, c'est stable, et puis la vraie problématique, c'est comment accélérer les sorties. Alors ici, on avait eu l'effet SFR qui avait changé très très fortement la dynamique de la situation, alors qu'il ne s'est pas complètement résorbé, mais il n'empêche que c'est ça la question, et pour l'instant, on n'a pas de sortie immédiate, sauf à espérer une reprise de l'activité, mais pour l'instant, ça reste encore assez fragile. Et puis, dernier point, les dépenses de consommation des ménages. On a, sur le dernier trimestre, quelque chose d'un petit peu plus fort sur la France. J'ai regardé les consommations hors énergie. On est toujours sur quelque chose d'assez stable. Si vous regardez ce graphique depuis 2007, on oscille sur un range d'à peine 1 milliard d'euros en prix 2005, donc ça évolue assez lentement, et on a là une illustration du fait que la consommation n'est pas encore, on n'est plus le ressort de la croissance. Donc voilà, ça c'était. Alors j'ai évoqué toute une série de points de fragilité de l'économie globale. On va reprendre
tout ça très rapidement. J'ai parlé des États-Unis, qui pour moi aujourd'hui sont le cœur de la croissance, avec un marché intérieur qui est assez fort, avec néanmoins des interrogations sur la dynamique du revenu, qui est aujourd'hui palliée par une augmentation de l'endettement des ménages. Donc cette situation doit être suivie avec attention, mais si les conditions climatiques, météorologiques redeviennent normales, on devrait avoir une économie américaine un petit peu plus robuste et maintenir cette robustesse tout au long de l'année 2014. C'est important parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'équilibre pays développés, pays émergents a changé. L'Europe est en retrait. Le Japon vit sa vie, mais avec des incertitudes que j'évoquais tout à l'heure, à partir d'avril prochain notamment, hein, parce que 3 points de TVA supplémentaires, généralement, ça fait pas mal de consommation en moins. Donc il faut que les États-Unis tiennent pour que cet équilibre soit encore stable. C'est-à-dire que cet équilibre tiré par les pays industrialisés sera quelque chose de stable pour l'ensemble de l'économie globale si effectivement ça continue. Si ça ne continue pas, eh bien l'économie des pays industrialisés retournera dans une situation un peu difficile, sans leadership, sans dynamique qui permette de tirer l'activité vers le haut. Et on voit bien, aujourd'hui, ma logique, c'est de dire, voilà, l'économie américaine va alimenter le commerce mondial et ça permettra aux autres, aux Européens, aux émergents de se caler progressivement, avec chacun l'obligation de trouver son propre mécanisme de croissance, mais on voit bien la logique. Si l'économie américaine ne joue pas ce jeu-là, pour des raisons diverses ou variées, eh bien le reste de l'économie va être fragilisé. Et je pense que la logique est plus celle-là que de se dire ce qu'on voit sur les émergents va avoir un impact fort sur les pays industrialisés. Ça, j'ai un petit peu de doute, même s'il faut être attentif, et sachant que ces pays ne sont pas en récession, loin de là, hein, mais ce sont des pays sur lesquels on a des interrogations. Donc voilà, sur les États-Unis, je pense que le rôle majeur, il est là. Si les États-Unis se prenaient les pieds dans le tapis, avec, par exemple, comme ça a été évoqué ce matin, un accord budgétaire qui ne se fait pas, une discussion sur le plafond de la dette qui échoue, bien sûr, on a ces situations qui peuvent arriver, elles nous paraissent peu probables aujourd'hui, mais ce serait effectivement un point de retournement, un facteur de retournement brutal. Mais ce n'est pas le scénario que je privilégie. Néanmoins, on voit bien les sources de fragilité, les sources de risque aux États-Unis sur le revenu, sur l'accord budgétaire. Voilà, pour moi, ce sont les deux fragilités aujourd'hui aux États-Unis. On voit que la Chine reste dans sa dynamique et donc on ne peut pas compter sur une impulsion chinoise. Je crois qu'il faut faire une croix là-dessus. Et les autres pays, les autres grands pays émergents, Brésil, Inde, Russie, n'ont pas, semble-t-il, la capacité aujourd'hui de jouer le jeu, de tirer l'activité mondiale vers le haut. On a vu tout à l'heure que l'Inde sortait avec un indicateur, un PMI, sortait difficilement la tête de l'eau. Le gouvernement indien a adopté une prévision de croissance à 4,5. On était à 5 l'année dernière. On était avant plutôt aux alentours de 9. Donc on n'est pas dans une stratégie très ambitieuse. La Russie a vu son PIB au dernier trimestre ralentir, positif mais en ralentissement par rapport à ce qu'on observait. Et puis on a toutes ces problématiques émergentes qu'on a évoquées la semaine dernière, de pays qui sont en difficulté, qui sont déséquilibrés et qui doivent retrouver une situation plus favorable, qui doivent retrouver une autonomie de croissance dans un environnement où ils ont un déficit extérieur, où les flux de capitaux ne sont plus aussi présents. Là, il y a une vraie interrogation, il y a une vraie situation, une vraie stratégie à trouver. Et alors, je suis pas sûr que ce soit une source de risque majeur sur l'économie globale. On est dans des situations qui sont un peu parcellaires. Je ne crois pas à un retour d'une crise comme en Asie
en 97-98 parce qu'on s'est développé sur des choses très différentes. Il n'y a pas eu une accélération de l'endettement extérieur très brutale dans ces pays-là. Enfin, c'est pas ce que j'ai en tête. Ils ont accumulé des réserves de change tout à fait considérables, avec pour objectif, hein, c'est ce qu'on observe et les analyses qui ont été faites là-dessus vont dans ce sens-là, cette accumulation de réserves de change ont pour objectif d'être un manteau, un amortisseur de crise financière. Donc s'il y avait effectivement de vraies difficultés, probablement que l'État interviendrait. Mais on est dans des situations très parcellaires et je ne crois pas pour l'instant à la vision d'une économie globale des pays émergents qui chuterait tous ensemble, etc. On n'est pas dans cette logique-là, sauf à imaginer que les États-Unis et la Chine jouent une stratégie particulièrement restrictive et leur interdisent tout débouché. On n'en est pas là aujourd'hui. Le risque, quand même, sur 2014 reste celui de la zone euro pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'ajustement, pour l'instant, est incomplet. On parlait tout à l'heure de la soutenabilité de la dette espagnole. Ces questions-là vont forcément revenir et il faudra y être très, très attentif. On a le problème du marché monétaire qui pourrait se traduire, s'il est mal géré, par des taux d'intérêt plus élevés que ceux souhaités par la Banque centrale européenne. Et puis, il y a ces questions liées à l'union bancaire. Aujourd'hui, on est sur des modes de résolution des crises qui sont un peu trop décentralisés, et qui font que le marché de l'union bancaire, la dynamique de l'union bancaire ne se mettra pas en place spontanément. Donc il faut une volonté politique très forte derrière cela. Et l'autre risque sur la zone euro, notamment, c'est une croissance durablement faible et avec l'exacerbation des revendications et un risque d'instabilité politique. Et je pense que les élections, en France notamment, seront extrêmement importantes cette année sur ces questions. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer. Pour moi, les risques, ils sont pas mal en zone euro, liés à une croissance faible, liés à un passage à l'union bancaire, liés au fait que il y a un risque enfin, les ajustements sont incomplets sur le plan budgétaire et que on est dans un contexte de sous-emploi encore très très élevé. Donc tous ces éléments font que là on a une situation qui apparaît plus à risque que sur les émergents qui s'interrogent sur leur mode de croissance de façon très décentralisée. Donc soyons attentifs néanmoins, mais ça ne me paraît pas être la source majeure d'interrogation. Donc voilà ce qu'on pouvait évoquer. Les questions sur l'ISM sont des questions temporaires, mais il y a ces questions sur le revenu des ménages américains, qui est une vraie problématique. Il y a cette question sur l'ajustement européen, sur ces modèles de croissance émergents qui doivent trouver leur voie. Tous ces éléments sont des éléments à risque parce que aujourd'hui on a plutôt tendance à être tiré par la croissance américaine, par la dynamique de la croissance américaine, mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant pour avoir une croissance robuste dans la durée, et donc il faut que tous les autres jouent le jeu, et si tous les autres jouent mal le jeu, eh bien la phase de croissance lente que l'on connaît aujourd'hui se prolongera et ne résoudra pas les questions posées. Alors on peut avoir en plus des chocs significatifs, hein, si il y a des pays qui sont sous tension, sous pression. On l'a vu avec l'Argentine, on l'a vu avec la Turquie, il pourrait y en avoir d'autres, et ça, il va falloir y être extrêmement attentif au cours des prochaines semaines. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Gwenaëlle me dit qu'il n'y en a pas, je n'en vois pas sur mon écran. Donc,
Il est 15 heures, je vous rends la main, si je puis dire, et puis je vous dis, non pas à la semaine prochaine, mais à dans 15 jours. Ciao, bonne semaine à tous.